participer à l'évolution. Je voudrais donc simplement poser ça comme une vraie question, parce que je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne tous. Aujourd'hui, dans cette salle, on connaît tous des personnes qui ont déjà dû survivre à des viols. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose une question qu'on doit s'approprier, même si on n'aimerait pas le faire. Si vous me demandez, par exemple, je vous répondrai que j'aimerais bien laisser ça aux autorités compétentes. Alors, commençons par là. Qu'est-ce que peuvent les autorités compétentes pour nous aujourd'hui ? Notre système judiciaire qui est censé incarcérer les violeurs pour les empêcher de récidiver, et c'est tout à fait critiquable, même si je n'ai pas le temps de m'engager là-dedans aujourd'hui, eh bien ce système judiciaire est incapable de condamner les violeurs. Pourquoi ? Parce que le viol est un crime qui ne laisse pas de preuves l'essentiel du temps. Aussi parce que, et c'était un des sujets que nous avons abordé l'année dernière avec la semaine du consentement, lors d'un viol, il est possible que le violeur n'ait même pas conscience de ce qu'il fait et de ce qu'il impose à sa victime. Dans ce cas où il n'y a ni preuve, ni même conscience de culpabilité chez le violeur, la justice ne peut tout simplement rien faire. Ce qui conduit à ce que dans 90% des cas, la justice ne puisse pas condamner le violeur. Je reformule. Le système judiciaire n'a aucune méthodologie pertinente pour s'attaquer à la question du viol. Alors, est-ce qu'au moins ce système judiciaire est capable de prendre soin de la victime ? Non. Parce que porter plainte pour viol, ça nécessite de devoir raconter son histoire, des dizaines de fois. Ça nécessite de devoir se confronter à son agresseur qui nous a traumatisés encore et encore. Ça nécessite aussi de devoir revivre pendant des années le traumatisme que l'on a vécu. Et c'est précisément l'inverse de ce dont on a besoin pour pouvoir tourner la page et se remettre. Alors dans cette situation, il y a un constat à faire. Nous sommes seuls face à ce problème et c'est à nous de pouvoir trouver des solutions. Parce que des réponses à cette question, il n'y en a pas. Il n'y a que les réponses que nous apporterons nous-mêmes. Alors, que faire lorsque cette question vient nous attaquer de front ? Lorsqu'une personne dans notre groupe d'amis est accusée par un autre de nos amis d'avoir fait un viol ? La première étape, peut-être, ce serait de faire un constat sur ce qui est fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs le but d'un mémoire qui est en cours de rédaction. Je ne peux donc pas vous livrer les conclusions, mais je peux vous partager une anecdote qui m'a particulièrement touché et que m'a partagé l'auteur de ce mémoire. Sa question était : de quelle façon est-ce qu'une vie est détruite par des accusations de viol ? C'est donc naturellement qu'elle est entrée en contact avec un lycéen qui, justement, affirmait sur les réseaux sociaux avoir vu sa vie être détruite par des accusations de viol. Mais lorsque on lui a posé la question « Dans quelle mesure ta vie a-t-elle été détruite par ces accusations de viol ?», le lycéen n'a pas été capable de répondre. Parce qu'il a eu le soutien sans faille de ses enseignants. Parce qu'il a eu accès à des examens aménagés afin de pouvoir valider son année plus facilement avec ce qu'il vivait. Parce qu'il a eu le soutien inconditionnel de ses amis qui se sont rassemblés autour de lui. Et même, j'aimerais que ce soit une plaisanterie, parce qu'il a réussi à tourner ses accusations de viol en un argument pour pécho plus facilement. Il le disait lui-même, sa vie sexuelle ne s'était jamais autant épanouie qu'après ces accusations. Bien. Qu'en est-il de la victime ? La victime qui avait fait appel à son lycée, qui avait essayé de se dresser contre son violeur pour essayer de se protéger et pouvoir se reconstruire, elle n'a eu le soutien d'aucun enseignant. Elle n'a pas eu d'examen aménagé, elle n'a pas eu le soutien de ses amis. Pourquoi ? Et ça aussi, j'aimerais que ce soit une blague, parce qu'il ne fallait pas prendre parti. Mais on voit que le parti a été pris et aujourd'hui la victime s'est suicidée. Alors, face à ça, je pense que nous avons le droit de prendre l'autre parti. Nous avons le droit, lorsqu'une amie vient nous voir, de prendre son parti et de lui apporter notre soutien sans que la personne qu'elle accuse de viol ait été condamnée, parce qu'elle ne le sera jamais. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire, par exemple, exclure un ami qui nous est cher de notre groupe d'amis, parce que c'est ce qui permettra à la victime de prendre le temps de se reconstruire, ce temps et cet espace qui lui est nécessaire pour peut-être éviter un suicide. Dans cette situation, je pense aussi qu'il y a un autre problème, le mythe des fausses accusations. Ce mythe est si prégnant dans notre société qu'en me renseignant sur le sujet, j'étais amené à taper sur Google « conséquences, accusations, viol », tout simplement. Sur la première page, quasiment tous les résultats m'apprenaient comment me défendre de fausses accusations. Mais ce n'est pas moi qui parlais de fausses accusations. C'est à ce point-là que cette fausse idée est répandue dans notre société, parce que j'aimerais rappeler une vérité. Les fausses accusations, aujourd'hui, c'est un cas sur 500. Et j'ai une telle confiance quand je vous regarde et que je vous dis que ces accusations, ces fausses accusations sont de quantité négligeable, que si un jour quelqu'un vient vous voir et vous dit que je l'ai violé, n'hésitez pas une seule seconde à m'exclure de votre groupe d'amis. En parlant avec un autre de mes amis,
il a eu un regard perplexe vers moi et m'a dit « Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si un jour je fais une connerie et que, sans le vouloir, quelqu'un se sent violé après avoir couché avec moi ?» Je pense que c'est une question dont nous devons également nous saisir. Parce que la véritable question que ça pose, c'est comment est-ce que je fais en sorte de ne pas être un violeur? Et ça, c'est une question que nous ne sommes pas amenés à nous poser souvent et qui pourtant me paraît essentielle. La réponse à cette question, que nous ne sommes pas non plus amenés à rechercher régulièrement, elle commence à exister et elle est sérieusement mise au point. Il s'agit des outils du consentement. Ces outils du consentement sont quelques outils très simples, comme par exemple le fait que non ne veut pas dire oui. Par exemple aussi le fait que dire oui à du sexe oral ne veut pas dire oui à une turbo-levrette claquévrier. Ces quelques outils que nous avons le droit de nous approprier, nous pouvons les mettre en place dans notre vie pour qu'à chaque acte sexuel, toutes les personnes présentes puissent se dire en sortant « Je suis sûr d'avoir pris soin de toutes les personnes avec qui j'ai couché aujourd'hui ». Et si, je pense, nous mettons en place cette situation où nous faisons attention, non pas de ne pas subir d'accusation de viol, mais de ne pas violer, et que nous faisons attention à prendre soin des victimes et à faire en sorte qu'il y ait des conséquences minimales pour les personnes qui violent, alors peut-être qu'une génération plus tard, il n'y aura personne pour venir à ma place et dire devant vous que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà dû survivre à des viols. Merci beaucoup.